Première c'est pré-entrevue de rigoureux l'histoire quand même. pour un podcast. 2016, là, j'ai quand même 45 ans. Yeah, boy. Je suis encore en loyer. Sur le rang Veil à Cowansville, dans cette maison de ferme, Oui. le propriétaire de la maison qui s'est construit de l'autre côté de la rue nous apporte des chaudières de lait trait à la main de ses vaches et il nous vend ça une pièce, une chaudière. Puis Je fier de suis préparer. l'Espagnol et son auberge. C'est moi qui incarne ça dans la vie. Je suis un animal social. J'ai besoin d'être entouré continuellement, d'avoir mes proches. Pareil, il l'accepte, chemin faisant, il met à vendre le terrain. J'ai pas eu d'appel depuis 1 an. C'est normal. La pancarte est dans le foin. Tu fais des plans toi-même. Ouais. Ça te tentait pas de faire confiance à quelqu'un pour C'est faire pas ce ça. job-là? Ça me tentait de le faire. J'adore l'architecture. Ben, salut tout le monde, bienvenue dans ma cabane. C'est un balado qu'on a voulu mettre sur pied, mon garçon et moi, Pierre-Alexis Bombardier, maître Pierre-Alexis Bombardier, qui est avocat, qui pratique principalement en droit de la copropriété. Donc, il n'y a pas de secret pour lui. On a voulu trouver une façon un peu particulière de parler d'immobilier. Et puis, c'est son idée. À force de discuter, il dit pourquoi est-ce que tu n'inviterais pas des personnalités des médias? Ça ferait l'union entre ton ancienne vie puis celle d'aujourd'hui. Puis c'était tellement une bonne idée qu'on en est là. Hein? Oui, puis l'objectif, c'est de parler d'immobilier de manière différente, de manière moins formelle. On passe nos journées en immobilier, moi en droit, mon père comme courtier. On parle pas mal tous les soirs, je pense, ensemble de nos réalités. L'objectif, c'est d'en parler avec des gens qui, évidemment, vivent eux aussi avec l'immobilier. On vit tous avec l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est l'objectif même du podcast. C'est ça. Tu as raison de dire ça parce que vous ferez l'exercice dans votre entourage. Parlez un peu d'immobilier, de maison, d'appartement. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Puis l'autre place où encore tu as raison, c'est lorsqu'on écoute, lorsqu'on cherche un peu, il y a beaucoup d'informations, mais beaucoup de même informations. Alors, on a voulu sortir un peu des sentiers battus. Son idée de parler à des personnalités du monde des médias était extraordinaire, puis on a la chance d'avoir quelqu'un qui se passe de présentation. Tous les soirs, vous le voyez à TVA, le sport. Vous pouvez le lire au Journal de Montréal. Et puis, je ne le cacherai pas, c'est un ami depuis plus de 30 ans. On a fait pas mal de choses ensemble, radio, télé, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Jean-Charles. Au nom du Père, du Fils et du simple d'esprit, je me suis amené. Très heureux d'être là. Merci de l'invitation. Et enfin, oui, nous pouvons vivre notre amitié au grand jour. Oui, exactement. Nous sommes sortis du placard. C'est vrai. Et tu sais pourquoi, hein? C'est parce qu'on ne s'est pas permis de l'être lorsqu'on avait une relation de patron et de locataire de service. Ouais. Et n'en déplaise à quiconque et qui voudra bien en dire quoi que ce soit, tu as une façon de faire les choses. Ouais. Tu as toujours eu cette même façon de faire les choses qui est intègre et neutre à la fois, qui fait en sorte que je n'ai jamais senti que notre amitié a pu voler à mon secours dans l'exercice de nos fonctions communes. Absolument. Et même que notre amitié en a souffert. Oui, non, mais absolument. plusieurs présences ratées, invitations gentiment déclinées parce que, justement, il y a une ligne à ne pas franchir. Ouais. Alors, voilà. Et là, je n'ai plus cette obligation-là. Toi non plus. Donc, on se le permet. Voilà. On est entre amis. Voilà. Alors, Jean-Charles, on ne parlera pas de sport. Sincèrement, on va parler de ta relation immobilière. Qui est du sport. Qui est du sport. Ah oui, ben c'est ça. Oui. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais juste faire un petit jeu, un petit exercice. Okay. J'ai, bouge pas, avec moi, un petit sachet ici dans lequel il y a 12 moments déclencheurs d'une transaction immobilière. J'aimerais ça que tu en choisisses 4, 5, mais que tu en sélectionnes 2, puis dont tu vas vouloir nous parler, parce qu'il y en a des fois qu'on ne veut pas nous parler. Je te laisse ça. Pour des motifs légaux. Oui. Ou autre. Alors, pendant que tu piges, Jean-Charles, les 12 moments déclencheurs, il y en a... Est-ce que je les sors tous, je les regarde et je choisis? Choisis ou je pige? 5. Et sur les 5, tu en choisiras 2. Je pige au hasard 5. Ouais. Puis sur les 5, j'en choisis 2. Exact. Okay. Alors, 12 moments déclencheurs dans le petit sachet. Donc, les 12 qui sont reconnus par la PCHQ comme déclenchant une
transaction immobilière, on a le mariage ou la cohabitation, la naissance d'un enfant, un changement d'emploi ou une promotion, divorce, séparation, départ des enfants d'unifamilial, une réduction ou augmentation de revenus, problème de santé, décès d'un proche, désir d'investir, achat d'une seconde propriété, besoin de changement d'air et la retraite. Quand on entend ça, Pierre-Alexis, on voit que dans le fond, c'est Ascendis qui a fait l'étude il y a quelques mois pour la PCIQ, c'est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Puis, c'est généralisé. On n'est pas dans le... Règle générale, ce sont des moments où on pense à changer quelque chose en immobilier dans notre vie. Une autre, dans la même étude, dans une autre étude, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on pense à l'immobilier, c'est règle générale la 4e fois qu'on passe à l'action. Alors, ça nous prend 4 étapes, 4 fois où on dit « Ah, on va y aller, ça sera le fun. Oups, on recule. Oups, on avance. » Alors, 4 fois, et règle générale, la 4e, c'est là-bas. Mais tu sais, ce que je remarque de ces 12 moments déclencheurs-là, c'est 12 moments de vie importants. En fait, c'est les 12 moments, je pense, principaux dans nos vies qui sont liés avec l'immobilier. Là. C'est vrai. Lesquels tu as choisi? Écoute, j'ai pigé. Oui. C'est un hasard, là, mais le premier que j'ai pigé, c'est santé. Donc, j'appelle mon médecin demain matin. Deuxième, c'est emploi. Alors, j'appelle mon patron demain matin. Troisième, c'est changement. J'espère que ça n'a aucun lien avec le deuxième. Quatrième, chalet. Et cinquième, investir. Alors, c'est sûr que du lot, je choisis investir. Allons-y. Assurément. Alors, on commence par la fin, donc. Parce que j'ai aussi, suite à notre conversation, fait une espèce de petit... Une pré-entrevue. Une pré-entrevue. Écoute, qui l'eut cru? Première pré-entrevue de l'histoire pour un podcast. Non, mais regarde, tu l'as dit tantôt, je ne sais pas comment faire autrement. C'est ça. Tu vas comprendre pourquoi j'ai donné des grands titres. Puis je vais donner les années pour que les gens puissent nous suivre un peu plus. Là. 2006, j'ai appelé ça le grand saut. 2011, j'ai appelé ça une révélation. 2015-16, l'aventure. 2020, un appel. Puis 2021, la réalisation. Puis là, dans la réalisation, il y a l'investissement. Donc, on commence par l'investissement. Qu'est-ce que tu as fait comme investissement? Mais juste vas-y. Une petite pause. Ça pourrait être les titres d'une biographie, d'ailleurs. Ça pourrait être les différents chapitres. Ce que tu viens de faire là. Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Écoute, tout à fait. Veux-tu que j'écrive ta bio? Non, mais une conférence, peut-être. Il paraît que c'est très rentable. OK. OK. Écoute, en fait, l'investissement, c'est le désir premier. Moi, je suis un éternel pigiste. Tu sais, on ne fera pas pleurer personne. On est très, très bien rémunéré dans la sphère médiatique dans laquelle j'évolue. Mais en même temps, on a tous une date de péremption et on n'a pas de protection. C'est-à-dire que moi, j'ai bien utilisé tantôt locateur de services. Oui. Je loue mes services. Donc, j'ai une entreprise dûment incorporée qui loue mes services à titre de talent, que ce soit animateur, producteur. Alors, tout ça est digéré dans une entreprise qui passe ensuite dans une fiducie familiale et qui finit avec un salaire et des dividendes. Mais ça fait qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de plan de retraite, il n'y a pas d'assurance dentaire, il n'y a absolument rien de tout ça. Ouais. Je dois pourvoir à tout ça et prévoir la retraite. Donc, évidemment que l'immobilier s'impose dans un cas type comme le mien, comme l'investissement de choix pour préparer ce qui vient après. Fait que le premier motif, c'est investir, mais le motif 0, le motif 1, c'est investir et préparer la retraite. Le motif 0, c'est mettre le pied chez moi, être enfin chez moi, qui est un luxe que je me suis finalement permis. Oui, je vois où tu t'en vas. Reculons donc. En 2006, le grand saut. Tu as fait le grand saut en 2006. OK? On va y arriver à l'investissement à la fin. Alors, on va prendre le bébé à l'envers. Alors, en 2006, tu as fait le grand saut. Le grand saut, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, il y a un moment qui arrive où est-ce que là, tu as une décision importante à prendre et qui a des impacts sur toi, sur ta famille et sur ta façon de vivre. Alors, c'est arrivé en 2006. Oui, absolument. C'est le fameux concours Sport Académie. Oui, c'est vrai. De la défunte CKAC, première radio francophone d'Amérique, qui était encore à l'époque dans sa mouture originale, mais qui préparait la mutation vers une mouture radio 100% sport. Ce que je ne savais pas et ce que tu t'es bien gardé de me dire d'ailleurs lorsque nous nous étions parlé et que tu disais, parce qu'on se parlait bon an, mal an quelques fois par année,
tu dirigeais certaines boîtes à Montréal, à la télé, maintenant à la radio. Et moi, je levais la main en disant, moi, je serais prêt peut-être à... Et tu me disais, oui, mais moi, je veux bien. Moi, je te connais, je connais ton potentiel, mais je ne peux pas t'imposer. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Parfait. Et quand est arrivé ce concours-là, que vous aviez imaginé Yves Guérard, toi, Jean Gagnon, à la défunte CKC. Yves Guérard qui est décédé aujourd'hui. Feu Yves Guérard, voilà, oui. D'ailleurs, l'autre Yves Guérard que je connais, de Granby, est décédé lui aussi. Ah oui, donc, c'est double feu Yves Guérard, voilà. Et Dieu la rende. Mais à l'époque, tu m'avais dit la porte d'entrée que tu cherchais, lave-la, elle est là. Puis j'avais rigolé, je m'étais un peu moqué de ça, Sport Academy, c'était à l'époque de Star Academy, franchement. J'ai dit, je vais pas faire ça, là. C'est une joke, ça. J'avais pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je t'avais rappelé le lendemain, puis j'avais dit, il y a quelque chose que tu me dis pas, c'est sûr. Parce que dans ma réflexion de cette soirée, de cette longue nuit-là, je me disais, ça se peut pas juste ça. C'est pas juste ça. S'ils font ça, c'est qu'ils ont un plan, ça cache, l'arbre cache la forêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que là, t'as ta famille, t'as tout. Là, c'est énorme. C'est ça, là. Moi, je suis dans les cantons de l'Est, je suis à Cowansville, dans une petite maison de campagne qu'on paye pas trop cher parce qu'on n'a pas une scène. on se bat tous les jours pour élever notre famille, mettre 3 repas par jour sur la table. J'opère une petite agence de com régionale, donc je fais des mandats locaux essentiellement. Je m'occupe, je dirige le festival de musique. Mais t'es à logement. De ma localité. T'es à logement, je suis en logement, absolument. Parce que là, je suis en logement jusqu'en 2016, moi, officiellement. 2016, là, j'ai quand même 45 ans. Yep, boy. Je suis encore en loyer. Je suis propriétaire de terrain depuis 2011. Mais officiellement, je casse maison comme payeur de taxes pour la première fois en juillet 2016. Je vais avoir 45 ans, 3 semaines plus tard. Parce que tu avais la difficulté à faire des économies, parce que tu avais un train de vie trop élevé? Je ne faisais pas d'économie. J'avais pas les moyens d'économiser de toute façon. Et j'étais tellement pauvre que j'avais même pas les moyens de me priver. Alors, je me privais pas, mais je faisais pas d'économie, chemin faisant. Et je cultivais, comme je l'ai toujours fait, un idéal qui, me disais-je, bien que j'en ai douté à certains moments, pour de courtes à moyennes périodes, mais je cultivais un idéal en me disant, je vais y arriver. C'est là que je veux aller ultimement. Je connais pas le chemin, mais je connais la destination. Mais là, il faut que tu parles à ta famille. C'est des changements. Moi, je pense à toi quand tu as quitté la maison. C'est pas la même situation, mais à un moment donné, c'est un moment charnière où est-ce que là, il faut que tu décides d'y aller. Il y a des décisions importantes à prendre. Ouais. Et là, ça a un impact direct sur... C'est un loyer, c'est une maison, ça coûte combien? Toi, dans ton cas, tu avais des enfants. Il faut que j'assure le revenu, il faut que le cash rentre. Tu sais, ça veut dire bien des choses. Il faut que je me rende à Montréal. En plus. Puis moi, je ne fais pas ce concours-là pour le fun. Je le fais pour le gagner. Et si je le gagne, il faut vraiment que je me rende à Montréal. C'est-à-dire que le concours me commande d'être là 1 semaine de temps et 2 semaines plus tard, d'y retourner pour la 2e semaine. Et la semaine suivante. Donc, j'ai 3 semaines à consacrer où je dois arriver à CKC à Montréal autour de 5 heures de l'après-midi. Mais ça veut dire que tu prends pas de chance, tu pars à 3 heures. Donc, tu n'as pas vraiment d'après-midi. Donc, c'est 3 semaines jusque-là. Mais si tu gagnes, rappelle-toi que le prix, qui est extraordinaire, c'était la co-animation des amateurs de sport en ligne avec Christian Gauthier, qui est devenu un bon ami, qui l'est encore aujourd'hui. Mais ça, tu dois... co-animer ça pendant 3 mois, à temps plein. Alors, là, c'est tous les jours de la semaine et ça ne paie rien. Ça paye zéro. Tu gagnes le concours, c'est un voyage. Moi, je veux pas le voyage. Pouvez-vous me transposer ça en argent? Ça va mettre du gaz. Alors, c'est un investissement, littéralement, que tu fais, mais à tout point de vue, à tous les niveaux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, Jean-Charles? Est-ce que tu prends un loyer à Montréal pour être proche de la job? Pas du tout, j'ai pas ces moyens-là. Tu fais le transport tous les jours? Je voyage avec mon Honda Civic bleu poudre 1900... On est en 2006. C'est un 94 peut-être. Hatchback. Les 2 ailes bateau vent sont détachées. Non, mais c'est un bâton de popsicle, la chaufferette. Je peux pas descendre la fenêtre, elle remontera pas. Ça va pas, là. Ça le fait pas, là. Et
Puis voilà, le reste, c'est l'histoire. Le concours se gagne. Quand c'est arrivé, Ouais. là, ça met du beurre sur la table. Ça met de l'argent, Ça donc change ça complètement change la tout. dynamique. Ça change tout. Complètement la dynamique. Là, t'es à Il Cowansville. faut savoir que sur le rang Veil à Cowansville, dans cette maison de ferme, Oui. le propriétaire de la maison qui s'est construit de l'autre côté de la rue nous apporte des chaudières de lait trait à la main de ses vaches et il nous vend ça une pièce, une chaudière. Il y a genre Vous êtes 5 à la maison. 6 litres de lait là-dedans. 5. 5. Ouais. Il y a plus un cochon domestique et un canard. Chez toi, ça. Oui, bien sûr, le cochon entrait dans la maison. Oui. Non, mais pourquoi Ça- pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Pig, le cochon. Il y avait un Je lui surnom, donnais une pomme. Ça coûte pas cher, une pomme. Je donnerais ça à un cochon, une pomme, c'est drôle, c'est hilarant. Ça faisait ma journée. À chaque fois, il la croque comme un humain, c'est formidable. Il était très sympathique, là. Puis, honnêtement, il n'a jamais fait ses besoins sur le tapis, là. Jamais, jamais, jamais. Bref. Alors, Ça change tout. Là. il amène la chaudière, il nous vend ça une pièce. Il nous la donne, dans le fond, c'est par principe. Et là, c'est le lait de subsistance de la famille, puis la crème à la surface, on en fait du beurre. Ça va jusque-là. Là. OK. Tu sais, OK. on a fait le Ouais, plus gros je comprends. jardin Je de comprends. tout Cowansville cet été-là. Puis on plantait des tomates pour être sûr pour en avoir pour l'année. Tu comprends? C'est Fait que j'imagine qu'à spécial. 80 000 sur la table, ça change tout. On n'a pas d'argent. Non, c'est Et ça. là, quelqu'un... Puis moi, je me bats tous les jours. Je suis un self-made man, puis je suis un entrepreneur. Donc, je pars le lundi en disant, cette semaine, ça prend tant d'argent. Faut que je gosse des contrats au pic et appel. Fait que c'est un stress qui est insoutenable. Là, tu as un cachet garanti. Il va rentrer Ouais, tant d'argent. ouais, je comprends. J'ai dit 80, c'est pas vrai, c'était 60. C'était 5 000 tous les premiers du mois. J'étais surexcité. J'ai dit, je suis riche. Je fais un saut dans le temps. Tu as fait mention tantôt, en 2011. Ouais. Tu dis, j'ai acquis des terrains durant Ouais. cette période-là. Ouais. Là, tu as un terrain sur une montagne dans les cantons de l'Est. Et tu te promènes, je sais pas si tu es seul ou pas, mais tu as une espèce de révélation. Où est-ce que là, dans la montagne, excuse-moi, tu as déménagé entre-temps. Tu n'es plus à Cowansville. Tu es rendu En sur la fait, montagne. non, c'est ça. C'est que là, ça marche bien à CKC. La télé s'en mêle. Je commence à faire du 110 Gildor Roy m'aime beaucoup. Il m'écoute à la radio. Il m'invite à faire des chroniques le matin à Caféine. De fil en aiguille, je deviens son remplaçant pour un été complet. Je fais 10 semaines à l'animation de Caféine l'été. C'est 50 shows. Bref, ça roule. Là, j'en ai plus que j'ai jamais rêvé d'en avoir. Et, tu sais, puis je loue un manoir à Cowansville avec une piscine creusée, une piste d'hébertisme sur le terrain. C'était formidable. Mais c'est pas à moi. C'est une location. Ouais. Là, à un moment donné, je dis, bon, mais là, il faut que je commence à placer mes affaires un peu, là, tu sais. Ça serait plate de tout, tu sais, mais j'ai eu 3 ans, là, où j'ai flotté. J'ai eu 3 ans de flottement où je dépensais tout ce qui entrait pour gâter les proches, pour redonner. Je faisais des fêtes familiales avec des viandes sauvages. Tu sais, tout y est passé, là. ouais. L'idée étant de profiter enfin en toute liberté, et je savais qu'il se passait quelque chose qui allait durer, traverser le temps un peu. Mais tu dis quelque chose d'intéressant parce que c'est encore vrai aujourd'hui. Toute ta vie, ça a été important, la maison, la résidence, pour recevoir. Oui. Toi, là, Oui. c'est quelque chose d'important Oui. dans ta vie Oui. et c'est quelque chose, t'en es fier. T'es Je fier de suis préparer. l'Espagnol et son auberge. C'est moi qui incarne ça dans la vie. Je suis un animal social. J'ai besoin d'être entouré continuellement, d'avoir mes proches. C'est de moins en moins vrai plus j'avance en âge. C'est-à-dire que la fréquence est moins là, mais la nécessité demeure. Mais on change de fréquence. Là. Mais ça doit jouer sur le choix de la propriété que tu Bien fais. sûr. Là, tu dois Bien dire sûr. toujours, dans mes critères de sélection, Bien sûr. j'ai ce critère-là qui est important. Bien sûr. Mais là, je comprends, Jean-Charles, tu as 3 ans où tu es dans un certain flottement, comme tu Ouais, dis, où tu profites je de la profite. vie. Et là, tu as un déclic à m'amener. Ce Ouais. déclic-là, c'est quand Ouais. tu te promènes. En fait, non. À un moment donné, on quitte Cowansville pour la montagne de Shefford parce que les garçons ont quitté le high school et sont partis au cégep à Montréal. Le petit dernier, pas encore, mais il joue au hockey à Montréal aussi parce qu'il joue au hockey élite. Et là, il se retrouve dans le développement Medjet 3A de la région de Montréal. Alors, nous, on part à la montagne. On a toujours adoré la montagne. On part à la montagne, à Shefford, en location. Promesse d'achat qui ne se concrétise
pas, finalement, se transforme en location, plutôt. qui est en location avec promesse d'achat. Avec Mais la promesse promesse d'achat. d'achat, Là, c'est on n'ira jamais au bout de la promesse d'achat. Et à un moment donné, Marie-Manon part marcher dans la montagne un week-end. Elle revient, elle dit « Mets tes bottes, puis viens avec moi. » J'ai le goût à peu près comme d'un traitement de canal à froid. Mais j'y vais. C'est l'hiver, puis il y a du bon football, ça va assez bien. Mais j'y vais. Et là, on arrive un peu plus haut dans la montagne, vraiment pas loin du sommet de la montagne. Elle dit, regarde ce terrain-là. Je dis, oui, c'est magnifique. Effectivement, la vue est extraordinaire. Mais elle dit, viens, on entre sur le terrain. Et elle sort une pancarte à vendre qui était tombée avec un numéro dans le 418 à vendre par le propriétaire. Ah, j'ai dit, c'est intéressant. On prend le numéro. J'appelle le type. C'est un théologien de l'Université Laval à Québec qui avait choisi sciemment cette montagne-là pour se retirer et y construire une petite maison pour ses vieux jours. Et il est arrivé ce qui arrive à tous les théologiens de notre époque. Le matin de sa retraite, le recteur le convoque en disant « Tu prends ta pleine retraite, voici un contrat de 5 ans avec pleins honoraires en valeur ajoutée. Il n'y a pas de théologien, il n'y a pas de relève. On a besoin que tu restes 50 plus. » Il ne peut pas refuser un pont d'or pareil. Il l'accepte, chemin faisant, il met à vendre le terrain. J'ai pas eu d'appel depuis 1 an. C'est normal. La pancarte est dans le foin. Je le sais pas, j'ai aucune idée. Mais tu sais, j'avais presque oublié que j'avais ces terrains-là. On fait une entente, j'achète ça, que je fais financer par une banque privée. Parce que les banques traditionnelles ne veulent pas me financer cet achat qui pourtant était d'un très, très bon prix. La raison, c'était quoi? Parce que j'ai une cote de crédit qui n'est pas reluisante. Okay, parce que je paye mes comptes, mais j'ai pas d'argent. J'ai quelques biens, mais ils veulent rien savoir de mes tableaux. Pourtant, ils valent encore plus aujourd'hui. J'achetais des tableaux. Au lieu de m'acheter une maison, j'ai acheté des tableaux. Des super tableaux, mais pas de maison. Pas de maison. Mais bref. Mais aujourd'hui, j'ai un de mes tableaux qui vaut à peu près un quadruplex, par exemple. Je suis assez content. Fait que, tu comprends que finalement, tout est dans tout. Fait que je l'ai mis dans ma maison. Mais acheter un terrain, c'est une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure parce que tu dois imaginer ce que tu vas faire avec. Tu dois imaginer la maison que tu veux mettre dessus. Tu dois imaginer le projet que tu veux faire. Mais tu l'as vu, ce terrain-là. Oui. Il est magique. Ah oui, absolument. Non, mais il est magique. Le plat était créé. La chute, le pic, la chute était créée. Il y avait une ouverture formidable, plein soleil d'après-midi au sud, en route vers le dodo, donc à l'ouest. Il y avait une petite cabane de chasseurs avec des vieux sièges de char dedans. Et elle était dans le milieu de la pente douce, je me rappelle. On s'est recueillis là, Marie-Manon et moi. Puis là, je me suis mis à réfléchir, à méditer à ça. Puis là, ensuite, le travail a commencé, c'est-à-dire construire, dessiner ce que j'ai fait, dessiner moi-même la maison. On est en 2015. T'as acheté en 2011? Pas encore. C'est dans le processus de 2011 à 2015. OK. J'ai acheté les terrains, puis là, je veux payer cette créance-là. Là. En banque privée, à l'époque, je pense que j'avais un deal incroyable à 7 d'intérêt. Mais c'est quand même 7 d'intérêt. Puis j'ai pas payé ça cher. Là. Ça vaut une fortune. Le dernier terrain que j'ai revendu durant la pandémie, j'ai payé 5 fois avec ce terrain-là mon investissement initial de 2011. C'est une bonne affaire. C'est une pas pire affaire. Fait que je sais pas compter, mais je compte. Fait que, finalement, ces terrains-là, les as-tu encore aujourd'hui? Je n'en ai plus. Ils j'ai sont juste vendus. ceux sur lesquels j'ai construit l'espèce de havre de montagne. Ouais. Alors là, je dessine une première maison, 3600 pieds carrés, et je le fais sur le plat parce que la vue est imprenable, c'est extraordinaire. Puis on va faire une piscine à débordement là. L'eau va tomber dans le vide, les gens vont dire « l'eau s'en va ». Mais non, elle revient. Puis ça va être beau avec un spa et un sauna, ça va être extraordinaire. T'sais. Et ça va être un lieu d'accueil formidable. Absolument, ça je le confirme. Mais tu viens de dire quelque chose aussi. Tu fais des plans toi-même. Ouais. Ça te tentait pas de faire confiance à quelqu'un pour faire ce job-là? Ça me tentait de le faire. J'adore l'architecture depuis toujours. J'ai de nombreux ouvrages d'architecture à la maison. Dans mes déplacements, ce que j'aime faire, c'est marcher, regarder l'architecture. Je suis passionné de ça.
Un architecte que je ne nommerai pas, mais quand même de renom, m'a dit un jour qu'il m'engagerait demain matin. J'ai juste à aller faire tel cours et tel cours. Puis il m'embauche demain matin parce qu'il a vu ce que j'ai fait. Puis il dit, mais voyons. Puis il dit, c'est toi qui as dessiné ça. Je dis, oui. C'est toi qui l'as pensé. Ouais. Oui. Ouais. Ensuite, j'ai une amie architecte qui a mis aux normes tous mes trucs. Parce que je ne suis pas normé, moi. J'ai besoin de normer. Oui, absolument. Tu sais, moi, mon escalier qui montait à l'étage, il était illégal. Elle l'a rendu légal. J'étais pas très loin, par exemple, une affaire de 8 pouces, mais 8 pouces, t'es pas assuré ou t'es assuré. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Ça mène à la construction. Mais ça mène à la construction, mais pas tout de suite, parce OK. qu'à un moment donné, les plans sont là. C'est colossal. On ne voit plus les garçons. Ils sont devenus des citadins. On les voit rarement, voire peu. Faut aller à Montréal pour les voir. On comprend que ça va être ça, la dynamique. Et là, à un moment donné, je dis à Marie-Manon, viens avec moi, on marche, on remonte le terrain. Je me plante exactement au milieu de la maison projetée de 3600 pieds. Je lui prends les épaules, je la tourne, je la pointe vers le haut de la butte, derrière la maison des chasseurs, la cabane des chasseurs, et je dis, l'opulence ici, ou un potager français, un potager et un jardin français avec une petite maison de poule, un pét-à-feu qui donne sur l'axe de Plaisance avec la piscine à débordement, le spa et le sauna et la copieuse terrasse. Et en haut de la colline qu'il y a là, un petit nid d'oiseaux dans l'arbre, une maison d'à peu près 2000 pieds carrés sur 2 étages maximum, qui va garder sa vue plein sud avec le soleil à l'est à la chambre à coucher qui se lève en même temps que nous et qui va se coucher à l'ouest, qui nous offre des couchers de soleil magnifiques. Elle ne pouvait pas dire non. Non, elle a dit oui. Je n'avais pas fini, mais elle a dit oui. Elle est repartie. Elle était redescendue à la côte que je continuais. Mon discours. Alors, je déchire mes plans et je recommence au complet en haut. Tout ça avec des 8,5-14 légales, quadrillées, et un carreau, c'est 1 pied carré. C'est simple, hein? Puis un petit kit là, qu'on avait en géométrie. C'est là. ça. Un rapporteur d'angle. Puis des mines, puis le rapporteur d'angle, puis ma règle, métal, grand format. On se fait pas chier, là. Tout va bien. Une bonne efface Stedler, on fait des plans. On fait des plans. Mais la construction arrive. Et là, c'est là, de l'aventure fil en qui aiguille, commence. là, on va pas en appel d'offres, en soumission, mais on a un bon ami qui est entrepreneur, qui est très, très, très talentueux. Alors, c'est avec lui qu'on va construire, que je vais construire ma vie, en fait. Ouais, C'est ma première maison, là. Et on commence en septembre 2015, occupation juillet 2016. Donc, c'est un chantier de 10 mois. Est-ce que tu considères que tu étais le contracteur du projet? J'étais l'autocontracteur. J'étais pas le contracteur. Le maître d'œuvre. Mais j'étais le maître d'œuvre. Ouais. J'étais en autoconstruction, littéralement. Aux yeux de la banque, toujours la banque privée. Oui. Banque traditionnelle, à ce moment-là, ne veut toujours pas me financer une autoconstruction. C'est ta première. Mais ils sont prêts à financer une fois que c'est levé. Mais on n'embarque pas dans une autoconstruction. OK. J'ai une meilleure notoriété financière, une cote de crédit qui s'est nettement améliorée, mais je ne suis pas encore assez crédible financièrement à leurs yeux. Mon bon vieux chum, qui a une banque privée, me finance encore probablement, je pense qu'il a même fait un deal à 6 % le temps de la construction. Il a été bien gentil. Et ces chiens de garde font comme une banque traditionnelle. C'est eux qui veillent aux extrants selon l'avancée des travaux, puis ils viennent visiter le chantier périodiquement. Et le reste. Je suis bien encadré, mais ça se fait privément. Mais c'est des enjeux quand même particuliers dans la mesure où tu es pris avec les règlements municipaux. Tu es pris avec des gars de la construction. Ouais. Hein, et tu n'es pas un plombier de formation. Du tout. Alors, il faut Non, travailler je avec... connais rien. J'apprends C'est ça, le langage. exactement. C'est un idiolèque. Hein? C'est un langage particulier, la construction, mais que je ne connais pas. Je te connais assez pour savoir que tu as dû être particulièrement assidu. En tout cas, tu m'as dit en pré-entrevue que tu n'as pas dormi pendant 8 mois de temps. Pendant 8 mois, je n'ai pas dormi. Ça. Mais vraiment pas. Il faut vouloir sauter dedans. C'était un méchant défi. Oui, puis je fais rarement les choses à moitié. Là. Alors, j'étais très, très, très sur le gun. Je voulais que tout soit parfait. Puis en même temps, j'étais tellement néophyte que je me gérais pas. Là. Je me gérais très mal. Tu sais.
Pas que c'était des relations tendues, c'est pas ça. Mais c'est sûr que j'étais lourd. Très poli tout le temps, très courtois, mais lourd parce que 300 questions par jour. Écoute, j'appelais le contracteur à la minute. OK. Puis, tu sais, le petit pipi la nuit me rendort pas. Là. Fait que si le petit pipi arrive à 2h30, à 2h30, je suis debout, j'ai ma lampe frontale, je suis à mon ordi, puis j'écris ma rangée de questions. Fait que la lecture matinale de mon contracteur pendant 8 mois, c'était pas le journal, c'était moi. Permets-moi de te dire insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est un courriel de 4000 mots à chaque matin. Mais ceci étant dit, je pense qu'ils sont habitués. Tu sais, dans les gros projets comme ça, là, un entrepreneur qui prend un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, Ouais. je pense qu'on s'attend Je à ce que le pense client... que oui. Et il a été très, très bon avec moi dans sa... Vraiment, là, tu sais, ça s'est très, très mal terminé. Et je le déplore encore parce que j'ai perdu un ami dans tout ça que j'estimais. Mais ça ne s'est pas mal terminé par manque de compétences au niveau créatif et dans les livrables. C'est un créateur de génie, c'est un entrepreneur extraordinaire qui fait des choses magnifiques. Un autre élément que tu as dit, Jean-Charles, tantôt, qui est important au-delà de recevoir chez toi puis d'être accueillant et de faire des parties, c'est la famille. En cours en cours de ta vie, au cours de ta vie, la famille a toujours eu de l'importance. Autour de 2000-2021, tu as le projet de réunir sous un même toit toute la famille à Montréal. Et pour ça, puis là, on tombe un peu plus dans ta talle. Et pour ça, tu fais l'acquisition d'un duplex. Où est-ce que là, tu dis, j'ai un projet de réunir, j'achète un duplex pour mes garçons pour s'installer. Ça veut dire quoi, acheter un duplex à Montréal? Ça veut dire quoi comme projet? En fait... Tu étais sur le plateau en plus, ce qui rend les choses peut-être plus compliquées encore. En fait, pour boucler la boucle de la montagne, là, build it and they will come. Kevin Costner dans Fields of Dreams, bâtis-le, ils viendront. Moi, quand ils sont partis, moi, j'ai terriblement souffert de ça. Puis je t'épargne Maman. Là. Maman a terriblement souffert du fait qu'ils partent. Puis, mon Dieu, ils ne reviennent pas. Ils ne donnent pas de nouvelles. Ils ont un cellulaire. On envoie des textos. Des fois, ils répondent, souvent pas. Ils ne nous sont que prêtés. Alors, moi, je vais le construire et ils vont venir. Aujourd'hui, ils sont contents. Ils font toutes les parties là. Ils font leurs fêtes communes là. Ils invitent leurs amis. On joue au basket, au tennis, on se baigne. Ils sont là très souvent. Ça a marché. Ça a coûté cher. Ça a marché. Mais ils sont à Montréal. Et ils sont en location. Puis, tu sais, ils réussissent bien quand même. Tous les trois se tirent très, très bien d'affaires. Et c'est un objet de grande fierté pour nous. Mais en même temps, c'est dur aujourd'hui, là. Pour un kid dans la vingtaine aujourd'hui, planifier de l'immobilier sur l'île de Montréal, aïe aïe. C'est du stock, là. Il est à la recherche, là. Oui, puis t'es au cœur de ça. Mais c'est pas simple. Alors moi, je dis, moi aussi, je loue à Montréal. Fait que, à un moment donné, je trouve un petit duplex, un shoebox sur le plateau, dans l'arrière-boutique de Mont-Royal. C'est vraiment coquet, mais ça a besoin d'amour, mais on en a, nous autres. Fait qu'on va y en donner, tu sais. Qui n'est pas le prix d'un shoebox, probablement, vu que c'est sur le plateau. Qui était très abordable pour ma bourse à moi, parce que c'était un truc genre... je pense qu'on a payé ça 580 000. Ah oui, c'est bien. C'est pas pire, là. Pendant la COVID. Mais c'est 200 pieds carrés, là. OK. Ouais, tout début de la COVID, avant la flambée. OK. On revend le shoebox, on dégage 30 000 $ de profit. C'est rien. Je m'en fous. Vente rapide. J'ai besoin de mes liquidités. On swing ça dans le 5plex au-dessus du million, qui, après inspection, perd 150 000. C'est parfait. Mais moi, l'objectif, c'est de rebuild au complet. Tout est à refaire. L'électricité, la plomberie. Mais là, il y a des locataires dedans. Oui, c'est ça. Ça appartient à une succession. Un frère et une sœur. Ça fait 20 ans qu'ils l'ont. Mettent pas 5 cents là-dedans. Le plafond s'est effondré sur la tête des locataires à 3 reprises. À refaire complètement. Là. C'est à refaire complètement. C'est insalubre. Okay. C'est pas de fun. Il y a des bons locataires là-dedans, mais il y a un bougon, un vrai. Là. Mais là, tu es obligé de respecter quand même les règles du jeu. Je dois respecter les règles de l'art, mais en même temps, je suis dans les règles de l'art. Ce que personne dans le bloc n'a cru et
cherchez même à comprendre. C'est drôle, aujourd'hui, on a reçu une notification, en fait, un rafraîchissement de l'OACIQ. Ça, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec qui donne les règles essentiellement à respecter lorsqu'on reprend un loyer, un appartement. Ouais. Puis c'est ce que tu as fait. C'est ce que je disais tantôt, là, c'est ce que tu as fait. Mais précisément. Mais l'objectif, c'est de reprendre le logement. En fait, il y a 5 logements. Les 5 logements. 5 logements pour des membres de la famille, les 5. Mais quand je me présente aux locataires, tout de suite, il y en a une qui m'annonce. Elle dit, ouais, nouveau propriétaire, voici ma lettre, je m'en vais. Elle l'avait déjà préparée. Voici ma lettre, je m'en vais. Un dossier de réglé. Ouais. Par escale. Deuxième droite, réglé. Il en reste 4. Mais tes 5, c'est qui, Jean-Charles? C'est toi? Est-ce que c'est tes gars? Moi, mes 3 garçons font 4. Ouais. Ma belle-mère fait 5. OK. Ce qui m'a sauvé dans l'affaire, parce que j'ai un locataire qui est âgé de plus de 70 ans. Ils sont sous haute protection. Ce qui est une interdiction de reprise de logement. Exact. Ça fait plus de 10 ans exact. qu'il est sur place. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Okay. Il est âgé de plus de 70 ans. Aujourd'hui, 65. Il y a une modification de la loi, mais 70 à l'époque. Par contre, il y a une permission qui peut être accordée si la personne qui le reprend est aussi âgée de 70 ans et plus, qui est le cas de ma belle-mère, qui à ce moment-là a 77 ans. Et elle a besoin d'un pied-à-terre à Montréal parce que c'est une personne malentendante et toute sa vie est à Montréal. Son cercle d'amis est à Montréal. Le cercle des malentendants et leur ligue de quilles, c'est à Montréal. Alors, elle est à la campagne, mais elle a besoin d'un pied-à-terre à Montréal et il n'est plus question pour elle d'avoir son condo toute seule dans son immeuble devant le parc Laurier parce qu'elle a peur. Elle a peur, puis elle est de moins en moins autonome. Elle veut que je sois là, que ses petits-fils soient là, et qu'à tout moment, elle cogne sur le plancher, puis quelqu'un monte. Puis quelqu'un rentre son épicerie, puis quelqu'un va la reconduire au bowling, puis va la chercher après. Puis, tu comprends? Ouais. Tout ce qui est de plus normal. Mais le petit monsieur qui était là, moi, je l'aimais beaucoup, vraiment. J'ai oublié le nom de ce type-là, mais c'est pas important. Mais je l'aimais beaucoup, puis on en a bien pris soin, puis il a compris. Il a compris parce que c'est un homme brillant, sensible, qui est à l'écoute. Les autres refusaient de partir, donc refusaient d'entendre raison. 2 des locataires, notamment. Et t'en fais quoi? Ceux qui étaient au rez-de-chaussée, eux... parce que c'est des recours. On a fait une entente au rez-de-chaussée. Ouais. Il y a une entente monétaire qui peut être prise de gré à gré. Ouais. Puis, mais ils ont honoré la bail. J'ai juste pas renouvelé leur bail. Mais à la date où j'ai fait l'acquisition, il était trop tard pour dire je renouvelle pas votre bail, je reprends l'appartement. Fait qu'eux étaient sûrs de rester là une année de plus. Ça a coûté de l'argent à les sortir d'un 7,5 en bas. Là. Mais moi, il faut comprendre, là, la somme des loyers ne permet pas de payer la moitié du versement hypothécaire qui est à faire là-dessus. Ça ne dérangeait pas la succession qui ont hérité d'un immeuble clair à eux, puis qui, eux, collectaient, je ne sais pas moi, 37 000 de loyer par année, puis étaient bien contents. En fait, là, mais moi qui viens de faire une acquisition d'1,3 million, t'as-tu une idée de ce que ça fait comme paiement hypothécaire? Fait que ça sort de mes poches. Fait que l'immeuble est à perte le temps que les locataires sont dedans. Une fois qu'ils sont partis, il est encore plus à perte parce que là, l'argent sort à flot pour rebuild, pour reconstruire au complet, puis tu n'as plus de revenus de loyer. Et le chantier s'étire sur 15 mois. Alors, ça fait en sorte que dans le fond, là, j'ai eu 2 ans, j'ai eu 26 mois sans... En 26 mois, j'ai eu 20 000 de revenus. J'ai eu une affaire comme 40 000 de dépenses légales et achetons la paix pour que les locataires quittent. Puis ensuite, j'ai eu un investissement d'1,2 million en travaux dans l'immeuble qui me coûte déjà 1,3 million d'hypothèque. C'est ce qui a pris 2 ans. Et ça prend un peu plus de 2 ans. Ouais. Mais j'ai de l'expérience, donc je dors. Heureusement, je serais mort. Cette fois-là, je dors. Mais on le refait au complet. Il est à notre goût. Tout le monde l'habite. Tout le monde est content. Bel moment aussi. Est en sécurité. Tout le monde est heureux. Quand on fait on brosse un portrait global de toute ton aventure en immobilier, de ton loyer jusqu'à ton personne n'aurait fait ça. Personne de sensé. Oui, c'est ça. Il aurait fait la même chose. Qui est proche de ses affaires, qui est consciencieux de « Mon Dieu, il faut que j'ai un plan, puis tout ça, puis il faut que je le respecte ». Personne ne serait embarqué là-dedans. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce type d'aventure-là? Tu as plusieurs aventures. Je peux donner aucun conseil. Non, je ne suis pas de référence. D'acheter, ça a été payant. À moins que vous soyez comme moi,
que vous ayez foi en vous et en l'avenir, à en oublier toute logique, alors là, foncez. C'est ce que j'ai fait. Mais comme Pierre-Alexis dit, il t'a acheté. T'as aussi acheté. T'as posé un premier geste. Ah, tout à Ça, fait. à la fin de la journée, l'achat a été payant quand même s'il est venu tard. Oui, mais... je pense que oui. Et acheter dans la mesure de vos moyens ou acheter dans la mesure de ne pas devenir toxique pour vous-même. Mais moi, j'ai jamais été toxique pour moi-même dans tout ça, là. Mais c'est vertigineux, là. Tu sais, du monde dans mon entourage et des proches, je disais, il est fou. Tu sais, quand j'ai construit le studio, le gigantesque studio multiplateforme dans la montagne à Shefford avec un court de tennis dans le milieu de la montagne. Court de tennis et de basket dans le milieu de la montagne. Essaye ça. Les voisins passaient. Qu'est-ce que tu fais? Je répondais, l'échangeur turco. Et il déboulait à la côte, puis il repartait les bras dans les airs, puis il vociférait en disant, il est fou. C'est un crise de fou. Ben oui, mais je l'ai fait. Puis les garçons sont là, je suis content. Les amis viennent, je suis content. Je viens de tourner une série télé là, je suis content. J'ai un studio de podcast extraordinaire, je suis content. C'est mon dernier rempart. Arrête de quoi? Je m'en vais chez nous. Je suis à l'antenne. Tu me donnes la clé parfaite pour conclure cet épisode-là. Tu as un projet. C'est pas déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Il est quelle heure, là? 19h moins quart. Pardon? Oui, c'est ça. J'avais parti ma soupe, moi. Oui, laisse faire ta Chauffe soupe. au gaz. T'as J'ai un pris projet, des là. meubles. T'as un projet, là. T'as un projet, là, toi. T'as un projet pour 2025. 2025, c'est demain matin, là. Tu lances pas ta propre plateforme? Dans l'immobilier? Non. Ah, tu m'as fait peur. Non. Je suis obligé. Non. On te l'annonce, Jean-Charles, c'est un projet en immobilier 2025. Non, je me suis imposé un moratoire de 3 ans que j'ai pas respecté. C'est vrai, on est en train d'acheter un immeuble commercial à Granby. Ça va bien. En fait, je suis en train d'acheter un immeuble commercial à Granby, un rêve de jeunesse. Ça va être le fun. C'est une autre histoire. Chez Ben Osbourg-Labédène? Non. Non, ça, c'est pas achetable. Non, ça vaut une fortune, ça. Je sais pas. Ben Osbourg-Labédène. Je sais pas. OK. Dans la patate frite, personne n'a fait plus d'argent que la famille Dubé, c'est sûr. C'est sûr. Je les salue, je les connais très bien. Le père fondateur était un ami de mon père adoptif, qui était son fournisseur de saucisses. Puis chez Ben Labédène, des hot dogs, il n'en vend pas. Puis c'était quand même le plus gros client et de loin du bonhomme en matière de saucisses. Parce qu'il les met dans les poutines. Puis il ne vend pas. Il en met dans la poutine. Dans la poutine. Exact, une poutine à saucisse. Fait que tu as une plateforme qui s'en vient en 2025. Oui, officiellement, c'est... moi, j'ai mon premier projet de podcast et de plateforme interactive, de communauté. Moi, je veux créer vraiment une communauté. On ne sort pas le gars du gars, là. Je veux une gang, une communauté. Les chums. Deviens membre de la communauté des chums. Et on va finalement lancer ça. Je me lance, je le dis, de la merde, ça va être ça. C'est le 13 janvier. Alors, et on va être en podcast quotidien du lundi au vendredi. Et les initiés, là, les habitués, qui me parlent encore de comment la Terre arrêtait de tourner à 3 heures. L'antenne se plaçait au 91.9, t'es en mesure. Ils rêvent de ces chiffres-là. Là, ils font de la broue en disant on a des chiffres. Ils sont pas au tiers de ce qu'on a fait avec Jean-Charles en liberté à l'époque. Le Winnebago. Et les gens me disent à 3 heures. Tu te souviens de ça? Je me rappelle. Ben oui. J'étais allé quand j'étais tout petit. En tout cas, je me rappelle. T'étais pas mal plus petit. T'avais donné des chips puis de la liqueur. On en donnait à tout le monde. Le monde nous livrait des chips. Je mange pas ça, des chips. Il y avait des chips partout dans le truck. C'était ridicule. On droppait les chips au monde. Bref. Et les gens me disent à 3 heures, on montait le son, puis on écoutait ton éditorial à 3 heures. C'est exactement ce qu'on va reproduire. Donc, le 15 janvier, ça part. Le 13 janvier. 13 janvier, ça part. On va partir ça un lundi quand même. Oui, excuse-moi, je me suis ben, gouré c'est pas de 2 grave. jours. Et tu vas faire ça de ton studio à Shefford? Non. Ou pas? Non, je suis en ville la semaine. t'es en ville la Donc, semaine. je fais OK, ça OK. grâce au concert de quelques bons partenaires qui vont être annoncés. Puis je te dis, la réponse corporative est franchement excellente. Je te le souhaite. Alors que la business est tough, là, on le sait. Là. Oui, absolument. La business est très, très dure. On vit des heures troubles.
Ben, on dirait que la marque fonctionne encore. La réponse est là. Je me croise les doigts parce qu'ultimement, c'est le public qui décide. C'est le public qui m'a fait, moi. Puis c'est lui qui va décider quand ça va finir. Là. Tu vends des tickets, ça marche. T'en vends plus. Moi, on me donnera pas 3 ans de contrat pour les bons services rendus. Là. Surtout pas à ce prix-là. Là. Non. Fait que quand ça marchera plus, on va dire bye. Fait qu'en attendant, ben, il faut que je prépare la suite. Puis cette communauté-là, j'y crois. 2010, mon premier plan d'affaires. 2010, quand même. Il fallait le faire à l'époque. Là, parce que ce qu'on va mettre au monde là, ce qu'on va lancer, quand tu lis le premier plan d'affaires de 2010, là, on n'est vraiment pas loin de ce qu'il y avait là-dedans. Là. Il y a une couple d'énormités qui ont beaucoup changé avec le temps. Là. L'avènement de plateformes comme Patreon, les channels, les chaînes YouTube, puis tout ça. Mais sincèrement, on n'est pas loin de la vérité dans ce qu'on va lancer et ce que j'avais imaginé en 2010. Très, très content de ça. Comment t'as aimé ça? Belle première expérience. Belle première expérience. Absolument. Jean-Charles, merci infiniment pour ta générosité. T'es égal à toi-même. Merci beaucoup. Grand plaisir. Il faut que j'aille. J'ai vraiment une soupe sur le feu. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'était l'épisode avec Jean-Charles Lajoie. J'espère que ça vous a plu. Puis on se donne rendez-vous la prochaine.